le contribuable doit avoir des clés pour vraiment comprendre ce qu'il paie et comment il est manipulé. Parce que c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Je trouve qu'on atteint des sommets de foutage de gueule. Je suis désolée pour l'expression, mais c'est particulièrement choquant. Bonjour Virginie Pradel. Bonjour. Alors vous êtes fiscaliste, vous venez donc de publier votre premier ouvrage donc aux éditions de l'Observatoire, Impômania. Et hasard du calendrier, donc aujourd'hui sort le projet de loi finances, donc qui est présenté en Conseil des ministres par Gérald Darmanin. Donc une raison supplémentaire donc de parler donc sur la place, plutôt le poids qu'occupe l'impôt en général dans la société française. Donc première question d'actualité, donc c'est Bercy annonce pour 2020 une baisse donc des prélèvements obligatoires de 10,2 milliards d'euros. Élément notable donc la baisse de l'IS. Sommes-nous sur la bonne voie ? Alors forcément, c'est toujours mieux de baisser les impôts que de les augmenter. Donc on est sur la bonne voie, mais cette baisse doit être relativisée. Pourquoi ? Parce que d'une part, les impôts n'ont jamais été aussi élevés. Donc quand on parle de 10 milliards, ce n'est que 1% du montant des prélèvements obligatoires, même un peu moins. Parce que rappelons quand même que nous avons dépassé 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoire en 2017. Donc, quand le gouvernement parle d'une baisse massive, j'ai envie de dire que c'est toute proportion gardée quand même. Et d'autre part, on sait très bien que le projet de loi de finances est un projet d'affichage politique, à savoir que le gouvernement dit ce qu'il a envie de dire, mais qu'il reste encore après plusieurs semaines pour les parlementaires pour amender ce projet. Et on sait très bien qu'il y a des milliers d'amendements. Et justement, c'est ce que j'explique dans le livre. Souvent, il n'y a pas de transparence fiscale, à savoir que le gouvernement fait exprès de ne pas mettre des mesures controversées. Alors, par exemple, des mesures qui viseraient à raboter certaines niches fiscales populaires, comme celle des retraités. Ça, il se garde de le faire et il demande aux parlementaires de la majorité de le faire en catimini, bien sûr, à 2 ou 3 heures du matin. Voilà, ça a plusieurs avantages. Et malheureusement, on assiste à une expansion de l'obscurantisme en matière de projet de loi de finances et de loi de finances de façon générale. D'accord. Oui, donc entre le texte qui est présenté aujourd'hui par Gérald Darmanin et les ministres de Bercy, ce qui va être débattu et voté à l'Assemblée, et finalement ce qui sera vraiment appliqué pour 2020, ce sera différent. En fait. De toute manière, chaque année, moi je constate en tant que fiscaliste, chaque année, de toute manière, vous avez des milliers d'amendements. Vous avez des amendements qui contiennent des nouvelles niches fiscales. Donc le problème, en les introduisant par voie d'amendement, c'est que les parlementaires se gardent bien de calculer leurs coûts. Donc c'est pour ça qu'on a une prolifération du coût des niches fiscales. C'est parce qu'elles ne sont pas calculées, leur coût n'est pas calculé vu qu'elles sont introduites par voie d'amendement. Il n'y a pas d'avis du Conseil d'État sur les mesures qui sont introduites par voie d'amendement. Donc c'est un peu ce qui arrange tout le monde. Et aussi, autre problème, donc on a les niches fiscales. Donc les niches fiscales, a priori, c'est bénéfique pour les contribuables. Mais on a un autre problème, c'est la création d'impôts aussi par voie d'amendement. Et pour citer un exemple, l'année dernière, on a eu un impôt nouveau qui a été créé. C'est la taxe parking sur les surfaces commerciales. On a eu la taxe sur les conventions d'assurance pour une partie qui jusqu'alors n'était pas taxée. Et tous les ans, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de dire que le meilleur sera pour la fin. Voilà. D'accord. Et donc, alors, vous parlez justement du manque de transparence. Alors, c'est même le premier élément donc, que vous dénoncez dans votre ouvrage. Donc, au-delà de ce maquis donc d'impôts, de taxes, de redevances et autres cotisations donc, qui pèsent sur le dos des Français, ce qui vous choque en tant que fiscaliste, c'est donc le manque de transparence par rapport donc, aux nouveaux prélèvements. Et vous allez plus loin, vous dites donc, que ce flou est volontairement entretenu donc, par l'exécutif. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut bien comprendre que les Français ne connaissent que la partie émergée de la fiscalité. Mais toute la partie immergée est relativement méconnue, elle est inaccessible. Pourquoi ? Parce que les gouvernements successifs, par le biais de Bercy, ont tellement complexifié et tellement dissimulé les prélèvements que les contribuables sont dans l'incapacité totale de les appréhender. Moi-même, en tant que fiscaliste, j'ai découvert
des nouveaux prélèvements que je payais sans le savoir, en écrivant ce livre, en faisant des recherches. Et c'est justement pourquoi j'ai développé beaucoup sur le manque de transparence, parce que c'est extrêmement choquant. Par exemple, qu'est-ce qu'on paie sur sa facture d'électricité, sur sa facture de gaz, en achetant une voiture? Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de prélèvements. Quand vous achetez une clé USB, vous payez aussi des prélèvements. Tout est comme ça. Et force est de constater que les Français ont du mal à appréhender le poids de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Donc, les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les taxes, les cotisations, tout ce que vous voulez, les versements, participations, parce que il y a aussi un génie lexical français qui fait que on ne parle pas d'impôts parce qu'on sait que les Français sont allergiques à l'impôt, donc on préfère des termes un peu plus sympathiques. Voilà, contribution, c'est toujours beaucoup plus sympa que on a l'impression de contribuer volontairement, alors que bon, c'est pas du tout volontaire. Justement, vous évoquez le cas, par exemple, des bouteilles de spiritueux vendues 15 € en magasin, c'est 12 € de taxes. Voilà, 80%, le tabac, c'est pareil. Donc c'est quand même affreusement choquant. Et à mon sens, ce qu'il conviendrait de faire, c'est un peu comme ce qu'il existe aux États-Unis, c'est un affichage des taxes sur la consommation. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a de plus en plus de taxes sur la consommation, notamment depuis l'introduction de la taxe carbone, qui, rappelons-le quand même, est avant tout un impôt sur la consommation. Je tiens quand même à rappeler que les impôts ne font pas baisser la température, même si c'est ce que le gouvernement essaie de nous faire croire. Alors moi, je suis très écolo, mais je suis complètement opposée à cette idée que les impôts ont un effet sur la température. C'est complètement grotesque. Mais voilà, tout ça pour dire que la taxe carbone depuis 2014 a augmenté une des taxes sur le gaz par 10. Son montant a été multiplié par 10. Pour un ménage, la TICGN, donc c'est la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, s'est élevée à peu près à 10 €. Maintenant, c'est plus de 100 €. C'est pareil pour l'essence, c'est pareil pour le gazole, c'est pareil pour le fuel. Et c'est ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes, parce que les Français, sans vraiment connaître toutes ces taxes dans le détail, parce que forcément, elles ne sont pas clairement affichées, sentent qu'ils paient de plus en plus pour l'utilisation courante de l'énergie, qui est quand même quelque chose de fondamental dans une société telle que la nôtre. J'ai besoin quand la crise des Gilets jaunes avait commencé, notamment on nous expliquait notamment dans les médias que finalement c'était qu'une taxe de quelques centimes par litre, mais on oubliait en fait tout ce qu'il y avait déjà derrière en fait dans les taxes, oui. En tout cas sur le carburant. Oui. C'est quelques centimes. Pour vous donner un exemple, quand vous faites un plein de 45 litres, c'est l'exemple que je donne, vous payez 27 € de TICPE et une dizaine d'euros de TVA. C'est quand même pas anodin, les quelques centimes. Qui s'ajoutent à tout le reste. Parce que quand vous prenez sur 1 litre de gazole, vous avez quasiment 60 centimes déjà de TICPE, et en plus vous devez rajouter la TVA, sachant qu'il y a aussi de la TVA sur de la TICPE, parce qu'en France, alors ça c'est sorti il y a quelques jours par le biais de l'UFC Que Choisir, on taxe les taxes. Oui. Il y a une double imposition, ça veut dire que vous avez les taxes sur la consommation qui sont elles-mêmes soumises à la TVA. Et l'UFC Que Choisir a mis en évidence que cette double taxation, rien que pour l'énergie, donc pour l'électricité, le gaz, le fuel, etc., rapportait près de 5 milliards d'euros à l'État. Alors, vous l'avez souligné avec justement cette taxe qui augmente chaque année. Il y a une insécurité fiscale sur laquelle vous revenez justement dans votre ouvrage. Vous parlez notamment de 800 pages pour le seul impôt sur le revenu. Pour redonner un ordre d'idée de la complexité en fait des impôts pour les Français, des milliers de pages qui sont dispatchées, je cite, dans des dizaines de codes juridiques, donc qui rendent impossible, selon vous, d'avoir un aperçu global de l'ensemble des prélèvements, donc des prélèvements qui changent, voire plus. Vous évoquez notamment un article du Code général des impôts, donc relatif au calcul du bénéfice net des entrepreneurs, qui a été modifié à une 60aine de reprises au cours des 40 dernières années. Oui, vous avez parfois plusieurs versions au cours de la même année. Donc c'est absolument ingérable. Et malheureusement, on est dans une situation aujourd'hui où la législation dans le Code général des impôts, la loi, ce qui est voté, est totalement inaccessible aux contribuables. Ce qui est complètement différent d'autres pays. Je tiens à rappeler que quand même dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a un vrai effort qui est fait pour que les contribuables puissent consulter directement la législation. Parce que quel est le problème qui se pose ?
Aujourd'hui, comme les Français n'ont pas accès à la législation, parce qu'elle est incompréhensible, forcément, ils sont obligés d'aller voir des avocats, ce qui coûte de l'argent, et ils sont aussi obligés de s'en remettre à l'interprétation de l'administration, les textes étant très laconiques et étant modifiés très régulièrement. Ce qui fait qu'en fait, on est toujours obligé de demander à l'administration fiscale son avis, sachant que l'administration fiscale ne va pas toujours dans le sens des contribuables et n'a pas toujours intérêt à y aller, en particulier en période de disette budgétaire. Je vous laisse imaginer que l'administration fiscale n'est pas toujours votre meilleur ami. Ouais, et est-ce qu'on arrive à chiffrer, à estimer, on va dire, les pertes que cette instabilité engendre chaque année? Parce que le gouvernement parle beaucoup d'investissements étrangers, mais ça doit quand même en décourager plus d'un. Enfin, ne serait-ce déjà en interne. Enfin, je veux dire, lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé chaque année, c'est un petit peu... Ah oui, non, mais c'est un vrai problème et... il y a quelque chose dont on ne parle jamais en France, c'est le nombre de contentieux fiscaux. Alors c'est ce qu'on appelle en France la fraude fiscale, mais en fait c'est pas vraiment de la fraude fiscale. Enfin, il y a une partie de fraude fiscale, mais il y a aussi un énorme problème de mauvaise interprétation des textes fiscaux par les contribuables. Ce qui rentre dans la catégorie de fraude fiscale parfois pour l'administration, c'est qu'en fait on a des textes qui sont obscurs, difficilement compréhensibles, et qu'en fait on est dans une zone grise permanente où on ne sait pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et l'administration instrumentalise beaucoup ça au détriment malheureusement des contribuables. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais parce que les politiques aiment bien jeter l'opprobre sur les contribuables en disant que c'est des fraudeurs, qu'il y a énormément de problèmes. Alors, soit il y a des fraudeurs. Mais en même temps, je tiens quand même à rappeler que dans ce projet de loi de finances, le gouvernement prend des mesures pour lutter davantage contre la fraude à la TVA, ce qui n'a pas été fait pendant des années. Pendant de nombreuses années, on a eu un retard assez sidérant en matière de lutte contre la fraude fiscale par rapport aux autres pays, sachant que c'est quand même là où se situent les principales fraudes. On ne parle pas de quelques centaines de millions d'euros, on parle de milliards, de dizaines de milliards d'euros qui échappaient à l'État en raison de la négligence du gouvernement et de Bercy, de l'administration de façon générale, qui refusait de s'équiper de logiciels de détection précoce de ce type de fraude qui était pourtant couramment utilisé par les autres pays. Vous parlez d'instrumentalisation à l'instant, et d'ailleurs dans votre livre, vous parlez notamment du cas du droit à l'erreur. Oui, le droit à l'erreur, tout le monde a parlé du droit à l'erreur. Le gouvernement a beaucoup parlé du droit à l'erreur. En définitive, quand vous regardez le texte, le droit à l'erreur est exclu en matière fiscale. Ça, c'est dans le texte même. Et en fait, ils ont prévu un système dérogatoire qui est le droit au contrôle fiscal. Donc en fait, le droit à l'erreur est un droit au contrôle fiscal, c'est-à-dire que vous avez le droit à demander à être contrôlé pour vérifier vos erreurs. Et en fait, c'est affreusement grotesque. Mais j'ai donné cet exemple pour montrer le poids de la propagande, du niveau de manipulation du gouvernement qui est vraiment impressionnant. Alors moi, en tant que fiscaliste, forcément, quand je vois toutes ces annonces qui sont faites par le gouvernement et qui sont très contradictoires, alors ça, par contre, les gens le comprennent bien, parce qu'un jour c'est ci, un jour c'est ça, le lendemain c'est autre chose. C'est extrêmement difficile à suivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de recenser un peu l'évolution de toutes les promesses d'Emmanuel Macron. Parce que forcément, Emmanuel Macron fait beaucoup de promesses. Et on peut rendre hommage à Jacques Chirac, qui disait que les promesses fiscales n'engagent que ceux qui les écoutent, donc pas le gouvernement qui n'hésite pas à revenir dessus. Et ça malheureusement, il y a une liste assez impressionnante que je fais dans le livre. Mais voilà, c'est quand même un vrai problème. Vous êtes justement très sévère. Vous parlez de marketing fiscal, donc à savoir que la communication du gouvernement serait volontairement trompeuse, afin de maquiller des hausses de prélèvements. Donc voilà, pour ne pas dire qu'on crée un impôt, on crée une contribution, une taxe ou encore une cotisation. On aboutit même à des cas uniques. Vous l'évoquiez tout à l'heure, de double taxation en fait. Et au-delà de dissimuler, l'exécutif prendrait selon vous clairement les Français pour des idiots. Ah oui, mais ce qui est certain, et c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit ce livre, parce que moi je suis toujours sidérée par le manque de décryptage fiscal. Alors j'ai pas du tout envie de critiquer les journalistes, malheureusement c'est très difficile de décrypter ça, parce que c'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est très bien pensé, tout est fait pour que vous ne compreniez rien. Voilà, c'est ce que je voulais démontrer dans ce livre, tout est fait pour tromper le contribuable. Donc, je vous donne un exemple. Emmanuel Macron a déclaré pendant la campagne présidentielle « Je m'engage, je n'augmenterai aucun impôt ».
il n'y aura aucun impôt nouveau. Alors après, il a dit je n'augmenterai pas les impôts, comme Bruno Le Maire. Résultat, il n'a pas créé des impôts qui s'appellent des impôts, il a créé des contributions, il a créé des taxes, et puis il a augmenté des impôts, et puis il a augmenté des taxes, mais les impôts s'appellent contributions, donc en fait tout le monde... tout le monde pense qu'il n'augmente pas les impôts, alors que concrètement, il y a des hausses d'impôts. Et d'ailleurs, dans les 10 milliards, ça ne tient pas compte, les 10 milliards du projet de loi de finances, il y a des choses qui ne sont pas du tout prises en compte. Par exemple, la hausse de la taxe foncière, qui ne serait pas le fait de l'État, mais des collectivités territoriales. Là, le gouvernement pourra dire « Ah, mais c'est pas nous, c'est les collectivités territoriales. » Et ça, c'est pas dans le projet de loi de finances, parce qu'il y a une question de compétence fiscale. Mais en même temps, comme ils suppriment la taxe d'habitation, qu'est-ce que vont faire les collectivités territoriales ? Ils vont bien être obligés d'activer un nouveau levier budgétaire. Donc, c'est toute une... Mais on peut comprendre le gouvernement. Le gouvernement, après la crise des Gilets jaunes, ne peut pas dire on augmente encore les impôts. Donc forcément, je pense qu'il y aura peut-être quelques milliards de baisse, mais je ne pense pas qu'il y aura 10 milliards, parce que de toute manière, le gouvernement a déjà dit qu'il allait raboter les niches fiscales. Et avant même de présenter le projet de loi de finances, il y avait des parlementaires de la majorité qui étaient remontés, qui étaient vent debout contre certaines niches fiscales. Donc je pense que ça va être très très agité dans les semaines à venir. Voilà, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y avait déjà des livres sur les impôts. Bon, je sais que c'est un sujet qui peut paraître assez rebutant, et à juste titre, parce que c'est vrai que c'est déjà dans le débat du 1er janvier au 31 décembre. Donc on se dit, mais pourquoi un livre sur les impôts ? Mais je pense que le contribuable doit avoir des clés pour vraiment comprendre ce qu'il paie et comment il est manipulé. Parce que c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Je trouve qu'on atteint des sommets de foutage de gueule, je suis désolée pour l'expression, mais c'est particulièrement choquant. Et justement, comment les Français acceptent tout ça ? Parce que ils n'acceptent plus. Oui, ça, on le voit avec les Gilets jaunes, mais on a l'impression qu'en fait tous les ans, on s'attend à ce qu'effectivement les impôts vont baisser, alors que, vous le montrez d'ailleurs très bien dans le livre avec les taux en fait qui passent des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que c'était de 15 à 30% peut-être à 45-47%. Je crois qu'on bat tous les records de l'OCDE. Et en fait, les impôts, les prélèvements augmentent mécaniquement tous les ans. L'État fait quasiment jamais de concessions sur ses dépenses. Et on a l'impression qu'on s'attend toujours à ce que les impôts baissent, ou du moins baissent pour nous. Oui, on est encore dans cette idée de miracle fiscal. Alors, l'idée, ce serait qu'on pourrait augmenter les dépenses, qu'on pourrait baisser les impôts, et puis que... Mais d'un côté, je pense que les Français sont pas aussi bêtes que le gouvernement, ou certains politiques le pensent. Je pense que les gens ont quand même du bon sens et qu'ils ont bien compris qu'on était dans une impasse. Le problème, c'est encore le problème de l'opacité fiscale. C'est-à-dire que tant que les gens ne comprennent pas ce qu'ils paient, et tant qu'ils ne comprennent pas que c'est eux qui paient toutes ces dépenses, parce qu'ils pensent toujours que c'est les autres, il y a une illusion de la gratuité en France, en fait, tout le monde pense que c'est les autres qui paient, alors qu'en fait, c'est nous qui payons. Et forcément, ça pose des problèmes. Donc, je pense qu'il faudrait déjà commencer par une grande opération de transparence. Je pense c'est quand même une faillite démocratique d'avoir un tel obscurantisme. Et après, on pourrait envisager une baisse sereine de la dépense publique, encore une fois, une baisse de la dépense intelligente. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour baisser la dépense, c'est juste complètement faux. Il y a encore 2 jours, je lisais un article où en fait ils expliquaient qu'ils n'avaient pas réussi à renoncer, qu'ils n'avaient pas renoncé à offrir une voiture avec chauffeur aux anciens premiers ministres. Alors on nous citait l'exemple d'Édith Cresson qui a été Premier ministre il y a 30 ans pendant quelques mois et qui depuis 30 ans a un chauffeur avec une voiture aux frais du contribuable. Et après on nous dit qu'on peut pas qu'on peut pas réduire la dépense publique, mais c'est juste inaudible. Vous voyez ce que je veux dire ? Le lendemain, c'était là où ils avaient décidé pour les retraités de s'attaquer aux... Mais c'est scandaleux, mais tout est comme ça en France. On est quand même le pays. On a plus de la moitié des ronds-points dans le monde. On a que des choses. Il y a quand même énormément de choses aberrantes. Et à côté de ça, les Français constatent que certains fonctionnaires sont maltraités. Je pense notamment aux infirmières, à tout le personnel dans les hôpitaux, aux policiers. Les services publics se dégradent énormément, notamment aussi l'éducation nationale, parce qu'il n'y a plus de moyens. Je parle même pas de l'université. Et on en arrive à cette situation. Je paie énormément. Je me retrouve avec un revenu net d'impôt assez faible. Pourquoi ? Pourquoi ? Expliquez-nous. Et moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une prochaine crise
Parce que je pense que la première crise des Gilets jaunes n'était que le début de quelque chose qui va s'amplifier. Parce que le gouvernement a beau faire des annonces tonitruantes, les gens sont pas bêtes et surtout les gens voient ce qu'il leur reste concrètement à la fin. Donc le gouvernement a beau... Darmanin a beau s'exciter en disant qu'il baisse les impôts, si derrière les collectivités territoriales ne suivent pas, si derrière les parlementaires rabotent tout un tas de niches fiscales, parce que raboter une niche fiscale, c'est augmenter les impôts, je pense que ça va être compliqué. Et justement, c'est la question que se posaient notamment les Gilets jaunes, mais c'est où va tout cet argent? Parce que, comme vous le soulignez dans le livre, c'est un petit peu une idée reçue, effectivement, qu'ont beaucoup de Français, c'est que finalement, l'impôt chaque prélèvement correspond à, on va dire, une dépense, mais, vous le rappelez, c'est le principe d'universalité budgétaire. C'est, en France, normalement, il n'est pas forcément toujours respecté, mais un prélèvement n'est pas attribué à un budget en particulier. Oui, et pour moi, c'est un problème, parce que je pense que les Français aimeraient savoir où vont leurs prélèvements. Qu'il y ait un peu plus de transparence aussi, que ce soit un peu plus fléché, parce qu'on a l'impression qu'il y a une grande marmite et que l'argent part on ne sait trop où. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. Aux États-Unis, ils n'ont pas de difficulté à flécher certains prélèvements. Non, c'est malheureux. Et il y a un autre problème aussi que j'expose dans le livre, c'est le fait qu'on a tout un tas de prélèvements qui sont affectés à des organismes complètement opaques. Personne ne sait comment ils sont gérés. Je prends l'exemple, par exemple, de la rémunération pour copie privée, que nous payons tous en achetant des disques durs ou autres clés USB. Donc ça va à une commission. Et cette commission a été dénoncée à plusieurs reprises comme étant extrêmement opaque. Et on ne sait absolument pas comment est géré ce budget qui provient justement de cette taxe sur la consommation, que la plupart des gens ignorent. Moi-même, je l'ignorais, je ne savais pas qu'il y avait une taxe sur les clés USB. C'est complètement fou. Mais en tout cas, on ne sait pas du tout comment est utilisé concrètement cet argent. Donc, et voilà, et des exemples comme ça, il y en a malheureusement des dizaines que j'expose dans le livre. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que là, et même la Cour des comptes s'est insurgée à deux reprises en disant que c'était effroyable d'avoir un tel système fiscal. Imaginez que le Conseil des prélèvements obligatoires n'arrive même pas à recenser le nombre de taxes. Les taxes parafiscales, comme on les appelle, les taxes annexes qui sont affectées à des organismes en particulier, on n'arrive même pas à les comptabiliser. On ne sait même pas combien de taxes en France. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de faillite donc des élus. Alors la faillite de la représentation parlementaire, comme vous l'évoquez dans votre livre. Alors vous revenez sur des pratiques, on va dire peu catholiques donc au sein du Parlement, à savoir donc comment le gouvernement, donc vous l'évoquez déjà d'ailleurs au début de l'interview, donc qui n'assume plus sa politique fiscale, utilise donc sa majorité pour donc faire passer les mesures sensibles par amendement. Alors d'ailleurs c'est ce qui un petit peu floute le jeu pour les journalistes, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus difficile de les repérer. Pour nous aussi. mais finalement aussi comment ces parlementaires donc votent en catimini, donc des niches fiscales. Vous évoquez notamment celle par rapport donc au trader londonien, qui est assez étonnante. En somme, donc selon vous, oui, les représentants du peuple ont trahi. Alors, déjà, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les parlementaires. Je pense qu'aussi les parlementaires sont aussi dépassés parce qu'ils ne comprennent plus le système fiscal. Donc forcément, il y a des amendements qui sont votés par la majorité, en général, à la demande du gouvernement. Alors cette niche trader, moi, je l'appelle niche trader, mais en fait, j'ai été choquée en fait que personne n'en parle, parce que c'était quelques jours avant la crise des Gilets jaunes, que c'était, alors forcément, comme c'était pas une mesure qui était financée, parce que je vous l'ai dit, c'est forcément par voie d'amendement, ils ont compensé cela par une hausse à due concurrence des taxes sur le tabac. Et après, on vient nous dire que les taxes sur le tabac augmentent pour des raisons sanitaires, alors que c'est que pour des raisons budgétaires. En fait, c'est pour financer toutes ces niches fiscales qui sont votées. Voilà. Donc oui, les parlementaires sont responsables de la prolifération des niches fiscales, tout simplement parce que c'est eux qui les votent, on va pas se mentir, mais c'est les parlementaires de façon générale. Et ce que je dis en fait dans le livre, c'est qu'à mon sens, cela bafoue un petit peu l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, que je cite, et qui prévoit, alors l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, qui a été adopté par les révolutionnaires en 1789, et qui prévoit que les contribuables peuvent soit par le biais de leurs représentants, soit directement,
Il y a une alternative. Ils peuvent déterminer le montant des prélèvements obligatoires et suivre leur emploi. Et malheureusement, on constate qu'en France, ce n'est absolument pas le cas. Vous ne savez même pas ce que vous payez et vous savez encore moins à quoi ça sert. Ouais. D'ailleurs, la révolution que vous évoquez dans l'article, c'est Racine plutôt, donc c'était également une grogne fiscale. De mémoire, ce sera documenté dans l'article, parce que j'ai pas réussi à retrouver exactement, mais il me semblait que c'était donc à l'époque une question de quelques jours à peine, de payer en tout cas pour le royaume par chaque Français. Vous évoquez dans le livre également le fameux jour de libération fiscale qui est fixé pour la France donc au 28 juillet. Donc c'est-à-dire qu'en fait on passe de quelques jours à quasiment 8 mois, c'est-à-dire que les Français travaillent 8 mois pour l'État avant de pouvoir travailler pour eux. On a envie de dire, sans vouloir jouer les royalistes, pourquoi justement, et pourquoi ça passe ? Comment est-ce qu'on est arrivé à un tel niveau de prélèvement ? On a l'impression qu'on est un petit peu comme un petit peu, ces grenouilles dont nous affule du britannique, c'est-à-dire qu'on nous cuit à petit feu. On a un petit peu l'impression qu'on donne. Je sais pas si... Oui, tout ça a été fait de façon progressive, de façon dissimulée. C'est ce que je dis dans le livre. Tout a été fait de façon dissimulée. Donc, les plus gros prélèvements sont des prélèvements que les Français ne voient pas. Je prends notamment l'exemple des cotisations. Si vous regardez les cotisations, on a créé une distinction artificielle entre cotisations salariales et cotisations patronales. Cotisations patronales, tout le monde se dit « c'est cool, c'est le patron qui paie ». Non, mais c'est ça. Ouais, alors qu'en fait, ces cotisations patronales viennent réduire clairement les salaires des salariés. S'il n'y avait pas autant de cotisations patronales, il y aurait beaucoup plus de marge de manœuvre pour les entreprises pour augmenter. Ce qui ressort quand même des études de l'OCDE, parce que vous voyez que le salaire moyen français est beaucoup plus faible que dans d'autres pays, notamment des pays comme l'Irlande, l'Allemagne, etc. Donc tout ça, c'est de l'imposition cachée. Vous savez qu'en France, on est les champions d'Europe des cotisations patronales. Et tout le monde pense que c'est les entreprises qui paient. Et en fait, on ignore totalement un phénomène qui est très important, c'est un phénomène d'incidence. Ça veut dire que quand on fait peser en fait un impôt sur une entreprise, l'impôt en fait le répercute. L'entreprise le répercute sur les ménages ou les salariés en l'occurrence. Donc ça, personne n'en parle. On aime bien opposer de façon complètement artificielle les entreprises aux ménages. Vous savez, comme si c'était des gens qui n'avaient absolument rien à voir. Et c'est un peu la lutte des classes. On oppose les entreprises aux salariés. C'est complètement absurde. Oui, il y a des entreprises qui se comportent mal, mais il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui pourraient embaucher et qui souffrent énormément du montant des cotisations, du montant des impôts et qui, elles, ne peuvent pas optimiser. Et ces personnes sont complètement laissées de côté. Donc c'est vrai qu'on focalise le débat sur quelques grandes entreprises qui certes n'ont pas un comportement très éthique, mais derrière ça on ne parle pas de toutes les petites entreprises avec des entrepreneurs qui prennent énormément de risques, qui travaillent un nombre d'heures hallucinant, qui prennent des risques aussi conséquents et voilà, qui se retrouvent tellement accablés d'impôts qu'ils ne peuvent pas payer leurs salariés. Et moi j'en connais qui me diraient j'aimerais bien payer davantage mes salariés, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de marge de manœuvre. Et là, c'est pas total. Je vous parle de petits entrepreneurs. C'est un point qui vous est cher, et dans votre livre, donc vous mettez les points sur les i. Alors c'est comme la surtaxation du tabac, donc il n'aurait pas seulement pour but d'inciter les gens à arrêter de fumer. Donc Bercy aurait une approche, on va dire, très prosaïque, donc de l'écologie, c'est-à-dire justifier de nouveaux prélèvements. Oui, de toute façon, ils ont trouvé le bon créneau. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une focalisation de l'opinion publique sur l'écologie, à juste titre d'ailleurs, mais le gouvernement instrumentalise un peu cette prise de conscience, on va dire, pour justifier de nouveaux prélèvements qui ne sont pas vraiment justifiables dans l'absolu. L'idée, c'est que oui, on a une vision très fiscale de l'écologie, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va réduire, la température, qu'on va améliorer... qu'on va régler tous les problèmes écologiques avec des taxes diverses et variées. Donc, par exemple, une éco-contribution sur les avions, la hausse de la taxe carbone. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle, à savoir que, et je parle en tant que vraiment écologiste. Je ne suis pas quelqu'un qui
met ça de côté. C'est très important pour moi, mais je suis frappée en fait par la mauvaise foi du gouvernement qui essaie de justifier tant bien que mal sa taxe carbone. Alors j'ai l'impression quand même que ça marche, qu'il y a une sorte de culpabilisation des Français. Quand on met taxe carbone, les gens retiennent carbone au lieu de retenir taxe, alors que ce n'est qu'un impôt sur la consommation. J'insiste sur ça, ça vient renchérir les taxes intérieures sur la consommation d'énergie, donc fioul, gaz, gazole, essence. Oui, il y a une manipulation en fait, une culpabilisation très intense en fait des contribuables, qui consiste en fait à dire que si on est opposé à la taxe carbone, on est opposé à l'écologie. Vous savez, on aime bien raisonner comme ça en France. Et en fait, ce que je démontre dans le livre, c'est que c'est une escroquerie. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, la France fait déjà beaucoup d'efforts en matière d'écologie par rapport à d'autres pays. D'autre part, nous n'avons même pas 1%, nous n'émettons même pas 1%, on représente moins de 1% des émissions de CO2 dans le monde, excusez-moi. On voit que les plus gros pollueurs au monde, je pense notamment aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, n'ont pas de taxe carbone, comme d'autres de nos voisins d'ailleurs, je pense notamment à l'Allemagne, et que les autres pays qui ont créé cette taxe carbone l'ont fait dans des proportions bien moins importantes que la France. Donc en fait, il y a une sorte d'exception fiscale en France, exception de taxe carbone. On a créé une taxe carbone sur le tard en 2014, on l'a augmentée énormément en très peu de temps, et c'est pour ça qu'on a eu la crise des gilets jaunes, c'est parce que c'est devenu insupportable, parce que vous avez d'un côté le gaz, d'un côté vous avez l'essence, d'un côté vous avez le gazole, vous avez l'électricité pour d'autres raisons, parce que ça c'est le coût de la transition énergétique en fait qui est reporté sur le prix de l'électricité, mais voilà, c'est à mon sens insupportable, et je pense qu'on devrait s'inspirer d'autres pays, notamment l'Australie, où les contribuables en fait se sont révoltés contre cette taxe carbone qui leur avait été imposée par l'ancien Premier ministre Julia Gillard. Ils se sont mobilisés pendant plusieurs semaines avec une seule revendication, c'est la suppression de la taxe carbone, qui ont abouti à la démission du Premier ministre. Et son successeur a été élu en faisant campagne avec une seule mesure phare, c'est l'abolition de la taxe carbone et la création d'un dispositif plus juste. Oui, parce que j'ai oublié de dire, le problème de la taxe carbone aussi en France, c'est qu'elle pèse que sur les ménages déjà paupérisés, qui vivent en banlieue ou en zone rurale, et ne pèse pas du tout sur les plus gros pollueurs. Les secteurs les plus polluants sont exonérés de taxe carbone. C'est une logique française. Donc voilà, c'est pour ça que la taxe est inacceptable, et qu'elle devrait être supprimée le plus rapidement possible. Et puis ça peut rapporter gros, au-delà de la taxe carbone, c'est vrai que vous évoquiez notamment ce qui plane un petit peu sur, ce couperet qui plane sur les propriétaires, donc ce serait la taxation à hauteur de 5% du prix de vente d'un appartement si celui-ci n'est pas aux normes au moment de sa cession. Des normes aberrantes, qui sont très très élevées. J'imagine qu'ils changent aussi régulièrement que le Code général des impôts. Oui, et surtout en fait, il y a un énorme lobby autour de ça, parce que forcément il y a des entreprises qui se remplissent les poches avec ces nouvelles obligations qui pèsent sur les propriétaires. Moi, j'avais calculé quand même que ça pouvait représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est pas accessible à tous les contribuables. Et en plus, le gouvernement ne fait que raboter les niches fiscales. Je pense notamment au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Il a d'ores et déjà prévu qu'il ne serait plus accessible aux 20% des ménages les plus aisés. Donc, quand on dit plus aisés, c'est pas des personnes qui gagnent 10 000 euros, ça peut être des personnes qui gagnent 2-3 000 euros. C'est Maintenant, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le seul aspect positif de l'écologie fiscale en France, est presque limité aux personnes qui touchent le SMIC. Sachant que forcément, les personnes qui touchent le SMIC n'ont pas, en général, pour priorité de changer la chaudière ou ce type de choses, mais plutôt d'essayer de se nourrir jusqu'à la fin du mois. Et justement, par rapport à ce terme, parce qu'on l'entend souvent, personne aisée, combien il faut gagner aujourd'hui en France pour être, on va dire, rentrer dans cette catégorie, et notamment celle, on va dire, des plus aisés. Alors vous avancez justement, du moins vous évoquez un seuil de 2500 euros, ça fait un petit peu sourire. On pense à Hollande qui touche au minimum 15 000 euros de retraite selon les calculs du Figaro, et qui était le premier à dire, je cite, qu'il n'aime pas les riches. Oui, c'est aberrant. Mais on est tous riches en France, sauf ceux qui sont très pauvres. Mais je pense que oui, quand on gagne 2000, 2500 euros, de toute manière, ils avaient fait le calcul pour la taxe d'habitation, c'était à peu près ça. C'était un célibataire qui gagne entre 2000 et 2500 euros, et concerné
non, mais justement est vu comme faisant partie de la fameuse catégorie des 20% des ménages les plus aisés. Donc non, c'est aussi une escroquerie. Enfin, on n'est pas riche avec 2 000, même 3 000 euros. Enfin, ça dépend où on habite, mais voilà, en région parisienne, on voit bien qu'on n'est pas riche avec 3 000 euros. Hein, je dis pas que c'est pas un petit salaire, mais que c'est pas c'est complètement aberrant. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, mais tout ça, c'est pour justifier des nouveaux prélèvements. Hein. En fait, l'idée, c'est simple. Aujourd'hui, c'est de limiter les prélèvements sur les gens qui sont déjà dans un état de précarité. Bon, ça, personne ne va contester cela. Hein. Moi, je suis la première à ce que... Enfin, je suis très favorable à la baisse des prélèvements pour tous, et en particulier pour ceux qui ont des vraies difficultés. Ceux qui subissent tous les impôts sur la consommation, qui, comme on le sait, sont des impôts régressifs. Hein. Ça veut dire que plus votre salaire est faible, forcément, plus ces taxes vont avoir un impact important. Mais je pense qu'il faut arrêter d'accabler la classe moyenne comme le fait le gouvernement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en rabotant les niches fiscales sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'ils disent oui, c'est pour les riches, mais quelqu'un qui gagne énormément, alors prenons l'exemple d'un contribuable qui a gagné 150 000 euros par an, d'ores et déjà, les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 euros. Donc ça ne va pas non plus changer énormément de choses pour lui. Il aura un supplément d'imposition. Ce sera désagréable, mais ce ne sera pas invivable. Prenez maintenant un ménage de la classe moyenne qui a déjà des difficultés, si elle perd le bénéfice des niches fiscales qui lui permettent aujourd'hui de quasiment être non imposable, ça va être très difficile. Hein, sachant que c'est des ménages, c'est ce que j'explique dans le livre, qui ont déjà vécu plusieurs coups de bambou, notamment la hausse du quotient, la réduction du montant du quotient familial. Il y a eu tout un tas de mesures successives qui sont venues appauvrir les ménages. Et on voit que malheureusement, on reste dans cette dynamique pour tous ceux qui ne sont pas assez précaires pour bénéficier des gestes du gouvernement. Oui, parce que au fil de votre livre, on peut dresser une liste on pourrait dire de bons clients pour Bercy. Il y a les fumeurs, les conducteurs, les familles que vous venez d'évoquer, les retraités, les propriétaires, en somme tous ceux qui auraient du mal, on va dire, à redémarrer leur vie dans un autre pays, ou en tout cas pour les fumeurs à se passer de leur addiction. Oui, on voit. Oui, c'est sûr qu'il y a les grands boucs émissaires de la fiscalité française. Donc les propriétaires, Emmanuel Macron ne s'en est jamais caché. Pendant sa campagne présidentielle, il a quand même dit il y a une rente immobilière en France qui doit être taxée. Donc là, on voit que on est même dans une taxation idéologique. Il y a quand même une image détestable du propriétaire en France, alors que j'ai envie de dire c'est quand même un souhait de la plupart des Français d'accéder à la propriété. C'est quand même c'est assez commun, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On va dire que c'est assez propre à la France. Donc déjà, Emmanuel Macron prive par le biais de la hausse des impôts un certain nombre de Français de l'accès à la propriété, qui à mon sens est légitime. Mais en plus, oui, il s'attaque aux automobilistes qui n'ont pas le choix, parce que, rappelons-le, des personnes qui vivent en zone rurale ne vont pas du jour au lendemain arrêter de prendre leur voiture, elles vont pas faire du cheval. Donc, ça c'est aussi aberrant. On a aussi les retraités. Les retraités, on dit qu'on ne va pas baisser le montant des pensions, mais en fait, on multiplie les prélèvements, donc en définitive, on en revient au même. Les retraités, eux, ils passent sur le grill, sous-index aussi, sur le grill régulièrement. On a aussi tous les travailleurs. Les travailleurs, c'est quand même. Moi, j'ai recensé tous les coups de bambou qui ont été faits, en matière fiscale. Impressionnant. Tous les ans, vous avez plusieurs mesures qui viennent augmenter de façon diverse et variée le montant d'impôt sur le revenu, parce que bien sûr il n'y a pas que augmenter les taux, il y a différentes façons d'augmenter les impôts. On peut geler les barèmes, on peut ne pas réindexer, c'est aussi ce que j'explique dans le livre. C'est que parfois les hausses d'impôts les plus brutales, les hausses d'impôts résultent de mesures qui a priori ne soulèvent pas l'opinion publique. Je pense notamment pour les retraités qui ont une pension supérieure à 2 000 euros, ils ne vont pas bénéficier de la réindexation. Alors c'est vrai que comme ça paraît pas méchant, mais en fait si, c'est très méchant. Et pareil quand on gèle le barème d'un impôt comme l'impôt sur le revenu, forcément ça augmente. C'est pas eux qui vont descendre dans la rue. Voilà, exactement. Donc je pense que il y a un geste qui est fait par le gouvernement, mais ça reste très insuffisant.
Parce que Gérald Darmanin a beau dire qu'on n'a jamais autant baissé les impôts n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui. Ils ont augmenté de plusieurs centaines de milliards d'euros en quelques années. Donc c'est une baisse qui a le mérite d'être une baisse. On ne sait pas, peut-être que dans quelques semaines, il n'y aura même plus de baisse. On n'est pas à l'abri de cela. On n'est pas à l'abri d'un retournement de la situation. Je pense notamment au taux d'intérêt qui pourrait remonter et qui pourrait complexifier la situation budgétaire de la France. Donc oui, l'avenir pourrait être compliqué pour les contribuables et c'est regrettable. Et le dernier point, c'était vous revenez sur le prélèvement à la source. Pour parler donc d'une mesure qui est rentrée en vigueur, on va dire, sous ce quinquennat. Alors au choc de cette simplification qui a été vendue donc par les gouvernements successifs, donc d'abord de François Hollande et ensuite, en tout cas sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, vous opposez à un choc de complexification. Donc pour bon nombre de Français, une mesure donc, qui n'a finalement pour but que de permettre à Bercy de faire rentrer de l'argent plus vite. De toute manière, Gérald Darmanin a lui-même dit il y a quelques jours qu'il était content, qu'il y avait 2 milliards d'euros qui étaient arrivés par magie. En fait, on ne savait pas, mais en fait, il le savait très bien. Pourquoi ? Parce que d'une part, maintenant avec le prélèvement à la source, vous avez des gens qui sont prélevés alors qu'ils ne sont même pas imposables. C'est-à-dire que dans le système précédent, ils n'auraient jamais eu à payer d'impôts. Je pense notamment aux étudiants. Avant, les étudiants... Je prends par exemple l'exemple d'un étudiant qui gagnait 10 ou 11 000 euros n'était pas imposable. Donc, il n'avait pas à payer d'impôts. Maintenant, s'il a un petit job d'été un job d'été ou un job au cours de l'année pour financer ses études, il va être prélevé, par exemple, en 2019, et on va lui restituer ce qui n'aurait jamais dû être prélevé en 2020. Et puis voilà, c'est une complexification, notamment pour toutes les personnes qui ont plusieurs activités, qui par exemple sont salariés, mais qui en même temps sont auto-entrepreneurs. Il y en a pas mal, ou qui sont fonctionnaires et auto-entrepreneurs. C'est un peu plus compliqué ce cas-là. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont diverses activités, qui ont diverses sources de revenus. Et là, le prélèvement à la source, c'est ce que j'explique dans le livre, peut s'avérer très compliqué parce que vous êtes prélevé de toutes parts et vous avez du mal à visualiser concrètement ce qui est prélevé sur tous vos comptes bancaires, ce qui est prélevé par votre employeur. C'est très très ingérable pour un certain nombre de contribuables. Alors peut-être que ça facilite la vie de quelques millions de contribuables. Je ne dis pas l'inverse. Si vous êtes célibataire, salarié, que vous n'avez pas recours aux niches fiscales, ça peut ne pas être très compliqué. Mais même sur ce point, même pour ce type de personnes, je pense que cette mesure était malvenue dans le sens où elle éloigne encore un peu plus les Français de l'impôt. Je pense que l'impôt, il faut le payer, directement. Il faut qu'il y ait encore un geste, il faut que les personnes visualisent et qu'elles fassent elles-mêmes le chèque. Je pense que psychologiquement, c'est important parce que quand tout est prélevé sur la fiche de paie, les gens ne regardent plus la fiche de paie, ils voient que leur salaire est de plus en plus faible, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et ouais, c'est un vrai problème démocratique. Pour moi, c'est une vraie faillite. Je pense que le fait que les contribuables ne soient pas en mesure de voir ce qu'ils paient, parce que tout est prélevé, que ce soit par l'employeur ou par l'administration directement, ça ne peut que générer de la violence à terme. Et de la frustration et une incompréhension du système de façon générale. Et quelles sont justement vos suggestions pour sortir de cette impomania ? Parce qu'on a l'impression qu'au niveau où on en est, ça paraît extrêmement difficile, on va dire, de réformer rapidement un tel système. Non, je pense que, en fait, il y a des velléités politiques en France en matière fiscale. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique qui est prêt à transformer radicalement la fiscalité française. Alors Emmanuel Macron, pourtant, l'a fait pour la fiscalité du capital. Il a complètement simplifié la fiscalité du capital qui était assez complexe. Donc en fait, on peut le faire. Emmanuel Macron l'a fait, mais il s'est arrêté aux entrepreneurs. Il s'est dit, je ne vais pas m'attaquer au reste. En fait, je pense que tout est une question de volonté politique. Dans d'autres pays, il y a eu des simplifications drastiques, mais il y avait une volonté de le faire. Je pense qu'en France, on ne veut pas simplifier parce que je pense que si on simplifie, si on rend les choses plus transparentes, les gens vont devenir fous parce qu'ils vont enfin comprendre ce qu'ils paient. Donc,
tous les gouvernements, tous les élus, même ceux qui ne sont pas aujourd'hui au pouvoir, n'ont pas forcément intérêt à expliquer aux Français ce qu'ils paient concrètement, parce que de toute façon, on voit qu'ils ont tous le même logiciel. Il faut toujours plus de dépenses, il faut toujours plus d'impôts. Enfin, c'est toujours la même chose. Et juste pour finir, je tiens quand même à rappeler que quand il y a une volonté politique de baisser les impôts, en général, ça se révèle payant. Je cite un exemple dans mon livre. C'est dans les années 70, au Danemark, on a un avocat fiscaliste qui est devenu célèbre en allant à la télévision et en annonçant qu'il ne payait pas d'impôt sur le revenu. L'année suivante, il a créé un parti politique et il a fait 17% aux premières élections, alors que son parti n'avait que quelques mois d'existence. Et sa seule proposition, c'était de supprimer l'impôt sur le revenu et de mettre fin à la bureaucratie. Et je trouve que c'est un exemple très intéressant parce que c'est pas un exemple qui vient d'un pays anglo-saxon, c'est un exemple, c'est l'exemple danois, un pays qui est assez similaire au nôtre en matière de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires. Donc voilà, je pense que ça pourrait s'avérer payant pour un parti un petit peu courageux de dire clairement on va baisser les impôts en ayant une vision réaliste et en proposant la suppression de dépenses publiques inutiles, et il y en a beaucoup. C'est des pistes pour 2022 qui ferait plaisir à beaucoup de Français. Écoutez, merci beaucoup Virginie Pradel. Alors je rappelle qu'on vous retrouve donc en librairie pour Impômania, donc qui est votre premier ouvrage. Et donc voilà, vous reveniez à notre studio, enfin à notre micro, donc sur la folie fiscale en France. Merci. Merci.